Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité. En 2023, les réserves en eau préoccupent tous les pays du monde. C'est dans ce contexte que Monaco a mis en place depuis mai dernier un dispositif de gestion de ses ressources. Et cela a permis de réduire considérablement la consommation en principauté. Manuel Nardi, le directeur général de la Société monégasque des eaux, sera notre invité pour nous parler de cet effort collectif pour assurer notre avenir. On ira aussi faire un tour dans ce journal au musée océanographique pour découvrir toutes les animations proposées pendant l'été. Des animations qui vous plongeront à coup sûr au cœur des océans. L'océan est justement le terrain de jeu du photographe Laurent Balesta. Il a été nommé photographe animalier de l'année grâce à une image rare. Un cliché qui a été vendu à plusieurs milliers d'euros à l'Hôtel des Ventes et dont on va vous parler dans quelques instants. Le théâtre du Fort Antoine continue d'accueillir sur sa scène de nombreux artistes. Hier soir, c'est la pièce Aller sans savoir où qui a été jouée devant le public. Découverte de l'univers de François Gremaud à suivre. Et puis on refermera ce journal avec un point mode et focus surtout sur les tendances maillots de bain de cet été pour être au top évidemment sur les plages de la Principauté. L'eau est aujourd'hui une ressource rare avec les fortes chaleurs et la sécheresse. Les nappes phréatiques peinent à se remplir et il est donc nécessaire de maîtriser sa consommation. Et ça, le gouvernement princier l'a bien compris et a donc mis en place depuis plusieurs semaines un dispositif de gestion de son eau. Et ça fonctionne, comme nous l'explique Manuel Nardi, le directeur général de la Société monégasque des eaux, que l'on retrouve tout de suite. Bonsoir à vous, Manuel Nardi. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent avec nous sur Monaco Info. En mai dernier, donc, le gouvernement princier a mis en place un dispositif de gestion de ses ressources en eau. Pourquoi était-ce nécessaire, finalement ? C'était nécessaire parce que, vous l'avez remarqué, on vit une période de sécheresse assez intense qui s'inscrit dans la durée puisqu'elle a commencé en 2021, elle a perduré en 2022, puis début 2023, avec surtout une absence de recharge des nappes et des ressources disponibles. Ce qui fait qu'on a constaté une baisse de la ressource qu'on peut utiliser et par conséquent, il fallait quand même faire un effort pour éviter d'avoir un gaspillage trop important d'une part et d'autre part pouvoir s'inscrire dans un développement durable suffisamment sécure pour nous. L'effort collectif fonctionne puisque depuis ce dispositif, la consommation d'eau a baissé de 6% par rapport à l'année précédente. Est-ce que c'était un objectif que vous étiez fixé ? Alors, on n'avait pas vraiment d'objectif fixé dans la mesure où c'était une première de mettre des restrictions d'usage en principauté. Maintenant, force est de constater qu'effectivement, il y a une adhésion en fait globale des gens, des populations et des actifs et des professionnels de la principauté, puisque sans cet effort généralisé, on ne constaterait pas de baisse significative. 6%, c'est effectivement important. J'ajouterais que c'est presque même 8%, puisque le début d'année, avant les restrictions, on était plutôt sur une avance de 2% par rapport à 2022, et on est passé à 6% en dessous de 2022. Donc on a un différentiel de 8%, ce qui est quand même considérable, avec des pointes parfois, suivant les semaines, à moins 10%, ce qui est vraiment important, et ça continue même dans la canicule qu'on connaît depuis quelques semaines. Vous l'avez dit, le message a vraiment été entendu par la population. Est-ce que vous sentez que les monégasques, que ce soit des professionnels ou des particuliers, ont vraiment le sentiment de servir à quelque chose dans cette cause ? Alors, le sentiment, oui. D'abord parce qu'on a quelques échanges quand même avec la population, puisqu'on sommes nous-mêmes des locaux. Et puis, en échangeant avec différents professionnels, notamment du port, avec la directrice d'exploitation de la SEPM, avec les gens de la SMA, avec différents grands acteurs comme ça qui sont consommateurs d'eau, on sait qu'on a affaire à des gens qui sont responsables, qui avaient déjà été alertés l'année dernière, puisque j'avais pris le soin de les mettre en vigilance quelque part par rapport à leur consommation d'eau. Et aujourd'hui, on sait qu'ils poursuivent les efforts et qu'ils savent que ça sert à quelque chose, ce qui est tant mieux. D'autant que c'est un petit peu une consommation, si je puis dire, qui se veut finalement respectueuse du contexte et des conditions, parce qu'en plus de consommer moins, on consomme mieux ou bien, si je puis dire. Alors, c'est la notion d'efficience, en réalité, qui s'améliore, c'est-à-dire qu'on n'a pas de restrictions qui pénalisent les gens du style « je prenais 2 douches, j'en prends plus qu'une », mais par contre, on a un développement et une fréquentation touristique importante, et pour autant, on arrive à maîtriser nos consommations, à les réduire, sans avoir le sentiment de se faire trop mal. Donc ça veut dire que les gens économisent à bon escient l'eau dont ils ont besoin tous les jours.
Vous parlez des nappes phréatiques qui ont un petit peu du mal à se recharger dû au manque de pluie. Donc, si je comprends bien, on aimerait aussi faire passer un message ce soir. Les efforts doivent absolument continuer. Alors, les efforts doivent continuer, d'abord parce que la sécheresse demeure. Les quelques pluies que nous avons eues sont largement insuffisantes, évidemment, pour rétablir la situation. Il faudrait des mois et des mois de pluie relativement intenses pour que ça remonte. Donc, et puis, on est au milieu de l'été, donc il faut quand même poursuivre les efforts, puisque les consommations vont continuer à être quand même assez élevées, avec une ressource qui est toujours à la peine, donc il est nécessaire et indispensable de poursuivre les efforts, effectivement. Si vous aviez des conseils à donner, on a parlé des douches, mais quels sont les autres petits gestes à faire au quotidien pour réduire cette consommation ? Bon, des petits gestes simples que les gens ont pris quelque part aussi l'habitude de faire, notamment de ne pas laisser couler l'eau du robinet quand on se lave les dents, par exemple, ce qui est devenu un grand classique, mais qu'on aime à répéter. Et puis, essentiellement, réutiliser, si possible, les eaux qu'on jetait jusqu'à présent, pour les réutiliser pour arroser les plantes, des choses comme ça, qui peuvent être des petites économies, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Vous êtes au cœur de ce sujet, ça sera ma dernière question, mais comment vous envisagez, comment vous voyez l'avenir, Monsieur Nardi ? L'avenir, si l'on en croit les perspectives énoncées par le GIEC et le changement climatique en cours, ne sont pas très réjouissantes. C'est la raison pour laquelle s'inscrire dans la durée sur un changement de mode de consommation de l'eau, ça me semble de bonne loi et important pour l'avenir, pour conserver un développement durable, un certain confort lié à l'usage de l'eau et poursuivre notre vie telle qu'on l'a connue jusqu'à présent sans avoir à se faire harakiri, entre guillemets, par rapport aux consommations d'eau. Merci beaucoup à vous, Manuel Nardi, d'avoir été présent sur Monaco Info. C'est moi, merci beaucoup à vous. Jusqu'au 3 septembre, faites le plein d'animations au musée océanographique. L'Institut vous propose de venir vivre l'océan et profiter en famille ou entre amis des animations proposées durant ces vacances estivales. Christinda Thomel et Olivier Bonello ont participé à 2 d'entre elles. Reportage. Et si le musée vous propose cet été d'embarquer direction les pôles Nord et Sud avec l'exposition Mission polaire, en parallèle, plusieurs animations grand public sont proposées aux visiteurs, comme des rencontres avec les animaux du bord de mer, une expérience toujours magique. C'est une animation qui permet aux jeunes et aux adultes aussi de découvrir les animaux qui sont sur le bord de la Méditerranée. Donc on peut comprendre comment ils vont se déplacer, comment ils vont survivre, les stratégies de vie. Moi je pense que pour les enfants c'est quand même assez chouette de pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils voient au quotidien dans la mer. Les filles sont habituées à aller à la plage, mais je pense que ça leur donne des explications supplémentaires. Et en même temps, elles réalisent en fait tout ce qui se trouve autour d'elles quand elles baignent. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a pu toucher des animaux de mer et c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les aquariums. Et aussi, ce qui m'a plu, c'est qu'on soit que tous les 4 et qu'il y ait quelqu'un qui nous explique tout, qu'on ait pu voir des choses qu'on ne verrait pas autre part. Une autre animation, c'est l'escape game. Donc là, ça permet de se plonger plus dans l'histoire du musée, mais de manière assez ludique, en résolvant des énigmes pendant 30 minutes dans une salle d'escape game propre au musée. Et si l'escape game attire souvent les adultes friands d'énigmes et curieux de monter à bord du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire du prince Albert Ier, et que leur âme d'explorateur sera sollicitée afin de mener à bien la mission qui leur sera confiée, les plus petits ne seront pas en reste non plus, car durant ces vacances scolaires, le club Océano propose des stages découvertes pour les enfants de 6 à 12 ans, au programme jeux et activités centrés sur les océans et les animaux qui les peuplent. 10 000 €, voici le montant d'une photo adjugée récemment aux enchères par l'Hôtel des Ventes. Mais il s'agit d'un cliché particulier, celui de Laurent Balesta, un photographe sous-marin bien connu. Ce cliché a été réalisé lorsque 20 000 mérous se rassemblent une fois par an en Polynésie. Et il lui a valu d'être nommé photographe animalier de l'année parmi 50 000 autres clichés. Fabien Bonilla s'est entretenu avec lui alors qu'il était au large de la Corse. Laurent Balesta, bonsoir. Bonsoir. Comment a été conçue cette photo? Parce qu'elle a une histoire, j'imagine. Ah ben oui, c'est d'abord l'histoire d'un lieu, hein. C'est l'histoire d'un lieu, un lieu exceptionnel, unique au monde. Hein. On a souvent tendance à utiliser ces qualificatifs avec légèreté, mais c'est vraiment un lieu unique au monde, sans doute le dernier
des plus grands rassemblements de mérous camouflage du Pacifique. Il y a, à la connaissance d'aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent ailleurs, même en Polynésie. Donc voilà, c'est quand même 20 000 mérous qui viennent se rassembler là chaque année, une fois par an. Et puis il y a cette ponte collective qui, elle, dure que 30 minutes. Et pendant 5 années consécutives, avec mes camarades, avec l'équipe Gombessa, on est venu chaque année pour être aux premières loges de ce spectacle qui donne une seule représentation une fois par an et qui est très court. Et voilà, le hasard de cette restitution a fait que le nuage d'œufs des mérous avait une forme de point d'interrogation. Et dans ce point d'interrogation, j'y voyais une belle symbolique. D'abord, la probabilité, la question de la survie de cette larve, parce qu'on sait que seulement un œuf sur 1 million donnera un poisson adulte qui viendra à son tour se reproduire ici. Et puis, d'une manière générale, ce point d'interrogation, c'est l'avenir de la biodiversité en général dans le monde. Voilà, donc il y avait une belle symbolique, et c'est peut-être pour ça que le Wildlife Photographer of the Year en 2021 m'a donné le prix pour cette photo. Et pourquoi avoir voulu la vendre aux enchères? Parce que pour être en accord avec mes paroles. Je disais tout le temps, oh mais ce n'est pas une histoire de talent, en tout cas, si on fait des photos exceptionnelles, c'est parce qu'il y a des lieux exceptionnels. Voilà. Et à un moment donné, à force de me dire ça, je me suis dit, soit il faut aller au bout de la démarche. Si tu considères vraiment que c'est à cause du lieu exceptionnel que tu as fait cette photo exceptionnelle, alors l'argent de la récompense ne te revient pas. Il revient au lieu. Et dans un premier temps, je me suis contenté de donner l'argent de la récompense à la commune de Whakarava, en Polynésie française, là où a lieu cette reproduction. Et puis, c'est quelqu'un qui a été sensible à ce geste, un créatif, qui s'appelle Xavier Beauregard, qui est un créatif, qui m'a dit, Laurent, j'ai vu ta démarche, c'est une belle idée, mais je me demande si on pourrait pas aller plus loin, laisse-moi réfléchir. Bon, j'avais rien à perdre. Et il a eu cette idée de créer un papier unique. Un papier unique parce qu'il contiendrait dans sa matière même, dans sa fabrication, le lieu, l'ADN du lieu, avec un peu de poudre de corail, un peu de l'eau de mer, etc. Vous êtes là en mer, vous êtes sur un bateau, vous n'arrêtez jamais. Qu'est-ce que vous faites actuellement et dans quel but? Là, nous entamons la 4e année de recherche sur un site extraordinaire. Nous sommes au large du Cap Corse, dans les eaux du parc naturel marin du Cap Corse et de la Grillate. Et on mène ce projet d'exploration, bien sûr, d'inventaire de la biodiversité. Tout cela, j'aurais tendance à dire, c'est notre travail tout le long de l'année dans diverses régions du monde. Mais là, se rajoute quelque chose de très excitant, c'est un mystère à percer. Le mystère des anneaux du Cap Corse, des formations parfaitement circulaires dessinées sur le fond de la mer. Chacun de ces cercles fait 20 mètres de diamètre. Il y en a plus de 1000. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle est leur origine, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont vivants ou inertes? Est-ce qu'ils sont vieux, anciens ou récents? Et donc, il y a un vrai mystère j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une écriture au fond de la mer qu'il nous fallait déchiffrer. Alors mes camarades et moi sommes portés par ce mystère déjà depuis 4 ans. Et vous êtes en train de le percer, ce mystère, ou pas encore? Oui, mais vous pouvez pas me le dire. On commence à avoir de bons éléments. Non, pas encore, mais on avance. La Fondation Prince Albert a soutenu ce projet dès le départ. Et surtout, c'est là où on peut remercier tous mes soutiens, c'est que, vous savez, à la fin, moi je pensais qu'on allait percer ce mystère après une année d'exploration. Et on s'est aperçu qu'on avait été un peu ambitieux, que c'était bien plus complexe, qu'il fallait faire appel à des disciplines qui dépassaient les miennes, celles de la biologie. Mais aujourd'hui, c'est des géologues, des géophysiciens. C'est beaucoup une gamme d'experts bien plus large, des sommités internationales qui sont venues nous aider, parce que ça excite énormément, ça passionne énormément de chercheurs à travers le monde, ce mystère des anneaux du Cap Corse. Mais on va bientôt y arriver, et tout porte à croire que un film racontera tout ça, et ce film devrait sortir l'année prochaine, au printemps prochain. Vous reviendrez nous voir pour en parler? Avec grand plaisir. Parfait. Laurent Balesta, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, au revoir, je retourne plonger. Allez.
Et pendant que Laurent Balesta retourne plonger, je vous propose de mon côté de vous immerger au cœur de l'avant-dernier rendez-vous de la saison au Théâtre du Fort-Antoine. C'était hier soir avec Aller sans savoir où, un seul en scène du comédien suisse François Gremaud, reportage Frédéric Elion, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Que se passe-t-il dans la tête d'un auteur quand il écrit un spectacle? Comment se déroule le fameux processus de création? Pour répondre à ces questions, François Gremaud a conçu un spectacle manifeste, Aller sans savoir où il décrit et partage avec le public son processus d'écriture. Un seul en scène que le comédien suisse a déjà joué une vingtaine de fois avant la représentation de mardi soir au Théâtre du Fort-Antoine. C'est un spectacle dans lequel je raconte comment je l'ai conçu, ce spectacle. C'est vraiment un exercice, si on veut, où je tente de faire malgré tout un spectacle intéressant avec une contrainte aussi, on dira, complexe que celle-ci. Comment vous faites alors du coup? C'est vous écrivez un petit peu sur un cahier, les idées qui vous passent par la tête, c'est quoi? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé dès la première minute de récolter toutes les idées que j'avais dans l'ordre et de les énoncer dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Et de garder aussi celles qui sont très mauvaises, histoire de montrer que quand on écrit un spectacle, on n'a pas que des bonnes idées, on en a aussi des très très mauvaises et que parfois il faut se débrouiller pour essayer de faire soit quelque chose avec, soit trouver un moyen de les éliminer. Et la saison 2023 n'est pas terminée au Théâtre du Fort-Antoine. Dernier rendez-vous mardi prochain avec Le Beau Monde, un spectacle lauréat du prix Impatience l'an dernier. On reste dans le domaine du spectacle. Nous avons reçu hier dans ce journal Sylvain Charnet, l'administrateur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il nous a parlé de toute la logistique pour faire venir les musiciens au Palais Princier. Et bien demain se tiendra leur 4e concert à partir de 21h30 dans la cour d'honneur. Jean-Christophe Spinozzi sera à la direction et Daniel Lizakovic au violon. Les classiques de Mozart et de Beethoven seront à l'honneur. Je vous parle à présent d'une exposition qui est toujours à découvrir jusqu'au 15 octobre à la Villa Saubert. Son titre, Santo Sospir. Il s'agit d'une exposition photo de Mauro Restif concernant la villa entièrement repeinte et redécorée par Jean Cocteau dans les années 50. Reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alban Gingembre. C'est le fruit du travail de 2 artistes qui ont eu la chance de vivre à 2 époques différentes dans une mythique demeure. De 1950 à 1962, Jean Cocteau réside et décore intégralement la Villa Santo Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Plus de 55 ans après, l'artiste brésilien Mauro Restif y séjourne une semaine en 2018 et capte l'esprit des lieux avant la fermeture pour restauration. Voilà comment naît l'exposition Santo Sospir, un véritable dialogue entre une série de photographies de Mauro Restif et une sélection de dessins, peintures et tapisseries de Jean Cocteau. And it was an extremely rich experience to be in that house full of art, full of life, full of objects and traces, history. It was quite a privilege. It was, and I was completely taken by it and was able to photograph the house in different light situations, in different times of the day or night. Always being interested in how photography rereads things, you know. So in this case, how it's rereading art, especially Cocteau's work, and then like there is a way to transpose what's on the wall into a photographic surface and then to bring it to another context, like to take it again, like to a museum. L'exposition Santo Sospir est à découvrir du 13 juin au 15 octobre à la Villa Saubert. Et j'ai une belle nouvelle à vous annoncer pour poursuivre ce journal. Le meneur de jeu de l'AS Monaco Basket, Mike James, poursuit l'aventure en principauté. Alors que son maintien dans l'effectif n'était pas vraiment assuré, il a choisi de rester sur le rocher la saison prochaine et n'a pas souhaité activer sa clause NBA malgré l'intérêt d'autres clubs. Sous contrat avec la Roca Team jusqu'en 2024, Mike James va donc entamer sa 3e saison en principauté à la rentrée.
On passe d'un maillot à un autre. Après vous avoir parlé de Mike James et du maillot de la Roca Team, un mot sur les maillots de bain, tout autre chose. Et pas question de négliger le style quand on va se baigner à la plage ou à la piscine. À chaque été, forcément, c'est tendance maillot de bain. Frédéric Elion et Julien Logier se sont rendus dans les boutiques du Larvoto pour découvrir celle de l'été 2023. Avec les récentes fortes chaleurs, beaucoup choisissent l'option plage pour se rafraîchir. Se baigner, c'est agréable, dans une tenue qui nous plaît, c'est encore mieux. À chaque été, c'est tendance, comme chaque année, les marques se réinventent et proposent une large gamme de maillots de bain pour permettre à tout le monde d'exprimer son style personnel. La tendance cette année, je dirais 3 critères. Le premier, les imprimés, fleurs, fruits et feuillages. Le deuxième, on va parler de une pièce, de beaux maillots une pièce, très classe, très chic, et qui sortent volontiers le soir, avec un pantalon, une jupe, une écharpe sur les épaules. Et pour terminer, une petite collection sexy, avec des petites culottes, parce que cette année, sur la plage, il y en a pas mal. On a un côté homme aussi, qui peut être assez classique, mais très demandé. Les rayures dans des tissus très légers, le seersucker. Et puis après, les messieurs ne boudent pas les couleurs et même les imprimés fleuris. Le maillot reste le vêtement incontournable de l'été, mais beaucoup d'autres accessoires ont du succès. Le maillot, la serviette, les lunettes, le chapeau, la casquette, les chaussures d'eau, les tongs, tout part. Les bijoux, les petits bijoux de dernière minute pour les petits cadeaux, les anniversaires imprévus sur la plage, tout part. Pour moi, il n'y a pas de tendance. Les clientes, quand elles viennent, elles peuvent avoir une idée en tête en disant tiens, cette année, je vais acheter un maillot rouge ou un maillot rose. Puis quand elles repartent avec un maillot bleu ou violet. Tout se vend, elles vont au coup de cœur. Et l'été suivant se prépare déjà côté commerçant. Les rendez-vous avec les fabricants ont commencé pour dénicher les plus beaux maillots pour 2024. Et voyons à présent si la douceur va perdurer demain et vous permettre d'enfiler justement votre plus beau maillot. Les prévisions météo tout de suite avec Yannick Debever. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable ce jeudi à Monaco. Il y planera un grand soleil tout au long de la journée avec des températures comprises entre 20 et 26 degrés. La mer affiche quant à elle 24 et puis en ce jeudi 27 juillet, il faudra souhaiter une bonne fête à toutes les Nathalie. L'exposition Santos Hospire dont on vous a parlé dans ce journal se poursuit donc à la Villa Saubert. On y découvre l'incroyable univers de Jean Cocteau, aussi original qu'inattendu. Manuel Vitali, notre photographe, vous en propose 8 clichés. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et surtout de vous remercier encore pour votre fidélité. Demain, vous retrouvez Émilie Rousseau à la présentation de ce journal. Je vous dis de mon côté à très bientôt. Bonne soirée.